Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire 2023, aujourd'hui on va corriger 20 QCU concernant le rôle du muscle squelettique strié dans la transformation d'énergie. Alors déjà petite معكم de la série, حطيت لكم la première vidéo concernant les réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique. Et qui m'a déjà قلت لكم que هاد la série بديتها العام الفايت، donc la boîte de description غادي تلقاو toutes les vidéos اللي عندهم علاقة بهاد les cours. Donc commençons la première question. Donc on a quel est le rôle principal du muscle squelettique strié. Donc on a A, stockage de l'énergie, B, transformation d'énergie, C, transport d'oxygène, D, protection des organes. Donc faites attention, on a le rôle principal. Normalement, le rôle principal du muscle squelettique strié est de transformer de l'énergie chimique en énergie mécanique. Alors quand vous voyez ici, donc le rôle principal du muscle squelettique strié est de transformer l'énergie chimique en énergie mécanique pour produire la contraction musculaire. Donc afin que le muscle puisse se contracter, donc il a besoin bien sûr de transformer l'énergie chimique en énergie mécanique, ainsi permettre les mouvements du corps. Donc la bonne réponse c'est B. Alors passons maintenant aux deuxième question. Donc on a qu'est-ce qu'un myogramme. Donc on a A, l'enregistrement graphique d'activité électrique de muscles, donc on ne parle pas d'activité électrique. B, l'enregistrement graphique de la contraction musculaire. C, l'enregistrement graphique de la température corporelle. D, l'enregistrement graphique de la fréquence cardiaque. Normalement, le myogramme, c'est l'enregistrement graphique de la contraction musculaire. D'ailleurs, il met au myo, donc on a le muscle. C'est bon. Alors quand vous voyez ici, donc un myogramme est un enregistrement graphique de l'activité contractile d'un muscle. Il représente les variations de tension musculaire au fil du temps et permet d'observer les différentes phases de la contraction musculaire. Ainsi, la bonne réponse est B. Alors passons maintenant aux questions numéro 3. Donc on a le tétanos parfait se caractérise par. Donc on a A, des contractions musculaires prolongées sans relaxation. B, des contractions musculaires rapides et saccadées. C, des contractions musculaires intermittentes. D, l'absence totale de contractions musculaires. Normalement, la notion de tétanos, on parle de deux types, tétanos parfait, tétanos imparfait. Donc tétanos parfait, qui connaît le cas des contractions musculaires prolongées, c'est-à-dire sans relâchement. Tandis que le cas du tétanos imparfait, qui connaît des contractions musculaires qui sont séparées. Alors comme vous voyez ici, donc le tétanos parfait est un état de contraction musculaire soutenu et continu sans aucun relâchement entre les contractions. Donc cela peut se produire lorsque le muscle est stimulé de manière répétitive à une fréquence élevée. Alors quand vous voyez la figure, donc on a bien sûr des simulations. Donc on a deux types de tétanos, parfait et imparfait. Donc mais qui belle comme la courbe en zigzag. Donc il y a qui connaît l'élévation, une augmentation puis une diminution de la courbe. Donc on a quand la tétanos imparfait, c'est-à-dire des contractions qui sont éloignées. Mais le cas de la tétanos parfait, donc كتبان لنا واحد la courbe qui est régulière et sans discontinuité. Donc هنا كنهضروا bien sûr على le cas de tétanos parfait, c'est-à-dire des contractions musculaires prolongées sans relaxation. Alors passons maintenant aux questions 4. Donc on a qu'est-ce que le tétanos imparfait. Donc d'après les suggestions, donc on a petit a une contraction musculaire partielle et incomplète, B une contraction musculaire prolongée sans relaxation, donc à dire le cas du tétanos parfait non pas imparfait. Donc on a C l'incapacité de muscle à se contracter, D une contraction musculaire rapide et saccadée. Normalement tétanos imparfait c'est une contraction musculaire partielle et incomplète, ainsi la bonne réponse est A. Alors passons maintenant aux questions numéro 5. Donc on a qu'est-ce que la fatigue musculaire. Donc on a A, l'accumulation de chaleur dans des muscles. B, la diminution de la capacité d'un muscle à se contracter après un effort prolongé. C, l'incapacité du muscle à produire de l'ATP. Et D, l'augmentation de la force musculaire après l'entraînement. Normalement, D a l'augmentation de la force musculaire après l'entraînement, mais on a que le contraire. Donc, ملي كيكون واحد l'entraînement, كيكونوا des activités physiques, donc ما كتكونش عندنا l'augmentation, إنما la diminution de la force musculaire. Donc, c'est tout à fait normal, غتكون D خط A. Donc, c'est l'incapacité de muscle à produire de l'ATP. Normalement, le muscle a besoin d'ATP pour se contracter, pour effectuer des mouvements. Donc, c'est خط A. B, la diminution de la capacité d'un muscle à se contracter après un effort prolongé.
صحيحة. Et comme vous voyez ici, donc la fatigue musculaire se réfère à la diminution de la capacité d'un muscle à générer une force ou à se contracter après un exercice prolongé. Elle est généralement causée par l'épuisement des réserves d'ATP et d'autres facteurs métaboliques. Donc la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question numéro 6. Donc on a quels sont les phénomènes thermiques liés à la contraction musculaire. Donc thermique, يعني حرارية. Alors A, l'élévation de la température corporelle. B, la diminution de la température corporelle. C, aucun effet thermique. D, la production d'énergie mécanique. Donc bien sûr qu'il y a une production d'énergie mécanique ou l'énergie mécanique ou plutôt l'effort mécanique, la contraction musculaire, كتعطينا واحد la température. Donc les effets ou les phénomènes thermiques qui sont liés à la contraction musculaire se manifestent dans l'élévation de la température corporelle. Alors comme vous voyez ici, donc lorsque les muscles se contractent, de l'énergie est libérée, ce qui entraîne une élévation de la température corporelle. Donc la libération d'ATP qui permet bien sûr d'effectuer des mouvements, donc s'accompagne par l'élévation de la température. Cela peut être observé lors d'un exercice physique intense. Ainsi, la bonne réponse est A. Alors passons maintenant aux questions numéro 7. Donc on a, quelle est la principale source d'énergie utilisée lors de la contraction musculaire. Donc on a A, le glucose, B, l'ATP, C, les acides aminés, D, les lipides. Donc تقدروا تفكروا تقولوا que le glucose, ولكن normalement le glucose كنلقاوه في les voies soit aérobiques ou anaérobiques de dégradation de matière organique afin de fournir de l'énergie. Et في le cas ديال le muscle يقدر يكون عندنا يعني une molécule énergétique qui est l'ATP اللي جايه soit من les voies aérobiques ou anaérobiques. ولكن la principale source هنايا ما كتكونش le glucose وانما l'ATP. Faites attention. Donc la bonne réponse est B. Alors passons maintenant en question numéro 8. On a quelle réaction chimique permet la libération d'énergie à partir de l'ATP. Donc on a A, la phosphorylation, B, l'hydrolyse, C, la synthèse, D, la déshydratation. Donc faites attention, la réaction chimique qui permet la libération d'énergie. وحنا عارفين que la réaction c'est l'hydrolyse. تقدروا تفكروا في la phosphorylation, ولكن la phosphorylation elle permet d'un ADP, c'est-à-dire un adénosine diphosphate, de s'associer avec un PI, phosphate inorganique, afin de donner l'ATP. ولكن حنا كنهضروا على la libération d'énergie. Donc la libération d'énergie كتجينا من l'hydrolyse. Alors quand vous voyez ici, donc l'énergie libérée à partir de l'ATP par hydrolyse, c'est-à-dire la rupture du liaison phosphate dans la molécule d'ATP. Cette réaction libère un phosphate inorganique PI et de l'adénosine diphosphate ADP, c'est-à-dire l'ex de la phosphorylation, ainsi que de l'énergie utilisée pour alimenter la contraction musculaire. Et la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question numéro 9. Donc on a quelles sont les voies de régénération rapide de l'ATP. Faites attention, car il existe des voies rapides et des voies lentes. Donc on a A, voie lactique et alactique. B, voie lactique aérobique. C, voie lactique aérobie. D, voie lactique uniquement. Donc on a les voies de régénération d'ATP rapides. Il existe deux, donc les voies lactiques et les voies alactiques. Alors quand vous voyez ici, les voies lactiques et alactiques sont les voies de régénération rapide d'ATP. La voie lactique utilise les réserves de phosphocréatine pour régénérer rapidement l'ATP, tandis que la voie lactique utilise la fermentation lactique pour régénérer de l'ATP en présence de glucose. Alors déjà, flashé la partie en détail, je la boîte de description. Donc la bonne réponse est A. Alors passons maintenant aux questions numéro 10. On a quelle est la voie de régénération d'ATP la plus efficace sur le plan énergétique. Donc A, la voie lactique, B, la voie lactique, C, la voie aérobique, D, toutes les voies sont équivalentes sur le plan énergétique. Alors, نديرو غير واحد la liaison ما بين هاد les voies de régénération و الدرس الاول. حنا شنو عارفين que في les conditions aérobiques يعني كتكون عندنا l'intervention des mitochondries. Donc ملي كنهضروا على la respiration cellulaire كيكون عندنا واحد le rendement énergétique plus important. Donc كتكون عندنا soit 36 soit 38 molécules d'ATP. Ou le cas contraire, يعني في les conditions anaérobiques كنلقاو la fermentation qui génère 2 molécules d'ATP, c'est-à-dire un faible rendement énergétique. Ou les fermentations, on donne la fermentation alcoolique ou la fermentation lactique. Donc, mais quand on a des voies rapides, donc les voies rapides, donc ils connaissent bien sûr une courte durée et génèrent une faible quantité d'ATP, qui est une énergie qui est là. Tandis que les voies lentes,
دونك ياخذوا الوقت ولكن كيعطيونا واحد لا كونتيتي d'ATP plus importante. Donc ملي غادي نهضروا على les voies de régénération les plus efficaces, donc automatiquement غنكونوا كنهضروا على هاد les voies qui sont lentes. Ainsi, la bonne réponse est C, la voie aérobique. Alors, comme vous voyez ici, donc la voie aérobie est la voie de régénération d'ATP la plus efficace sur le plan énergétique. Elle utilise l'oxygène pour pour décomposer complètement le glucose et d'autres substrats, générant ainsi une grande quantité d'ATP. Alors passons maintenant aux questions numéro 11. Donc on a, quelle est la voie de régénération d'ATP utilisée lors d'un exercice de longue durée et d'intensité modérée? Donc bien sûr, ملي كنهضروا على واحد la longue durée, donc كنهضروا على la voie aérobique. Donc la bonne réponse est C. Alors passons maintenant aux questions numéro 12. Donc on a, quelle est l'unité de base de muscle strié squelettique? Donc Athéna A, le sarcomère, B, la myofibrie, C, le myofilament, D, le myocyte. Donc le cas bien sûr le muscle strié squelettique, donc l'unité de base il y a le sarcomère. Alors, comme vous voyez ici, donc le sarcomère est l'unité de base de muscle strié squelettique. C'est la partie de muscle située entre deux lignes Z adjacents, ou le casque les strizèdes. Donc il est composé de filaments d'actine et de myosine qui s'entrelacent et glissent les uns sur les autres lors de la contraction musculaire. Donc ainsi la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question numéro 13. Donc on a, qu'est-ce qui compose un sarcomère? Donc comme je l'ai fait le paragraphe précédent, donc sarcomère contient des myofilaments fins et des myofilaments épais. Donc les myofilaments fins sont les filaments d'actine et les myofilaments épais sont les filaments de myosine. ولا لاحظتوا كنديروا ديك ميو اللي كترجع لنا لو مسكل. دونك اللي كنتو تسمعوا ميو عرفوا راه كنهضروا على مسكل. دونك عطينا دي ميوفيبري. وي كاين دي ميوفيبري ولكن بغينا اون بريسيزيون. Bien sûr, on parle d'un QCE. B, des filaments d'actine et de myosine, C, des tubules T, non. D, des mitochondries, non. Ainsi, la bonne réponse est B, comme vous voyez ici. Donc, un sarcomère est principalement composé de filaments d'actine et de myosine. L'actine forme les filaments minces ou fins, tandis que la myosine forme les filaments épais. Lors de la contraction musculaire, les filaments d'actine glissent le long des filaments de myosine, raccourcissant ainsi le sarcomère. Donc هنا فين كنهضروا على la contraction musculaire, يعني كيكون عندنا واحد le raccourcissement au niveau de sarcomère. Alors passons maintenant aux questions 14. Donc on a la chaleur retardée et SU. Donc Athéna A, des voies anaérobiques, B, des voies aérobies, C, des voies anaérobies et aérobies, et D, de la fermentation. Alors s'il vous plaît, le cas ديال la chaleur retardée, donc كنشوفوها غير في les voies aérobiques. نقولوا على هاد l'information. Donc normalement, il y a deux types de chaleur. Donc il y a la chaleur initiale et la chaleur retardée. Donc chaleur initiale, quand je vous les deux voies aérobiques et anaérobiques, tandis que la chaleur retardée, quand le cas de les voies aérobiques, c'est 2 minutes, 3 minutes après l'effort musculaire. Donc ainsi la bonne réponse est B. Alors passons maintenant aux questions 15. Donc on a, quel est le rôle du calcium dans la contraction musculaire? Donc Athéna A, il active la dégradation d'ATP. B, il favorise le glissement des filaments d'actine et de myosine. C, il régule la température de muscle. D, il stocke l'énergie nécessaire à la contraction. Alors comme vous voyez ici, donc le rôle du calcium. Alors le calcium joue un rôle crucial dans la contraction musculaire. Lorsque le calcium est libéré dans le cytosol du muscle, il se lie à la troponine, qui permet au complexe troponine-tropomyosine de se déplacer, exposant ainsi les sites de liaison de l'actine. Cela favorise le glissement des filaments d'actine et de myosine et active la contraction musculaire. Donc le rôle du calcium dans la contraction musculaire, c'est de favoriser le glissement des filaments d'actine et de myosine. Ainsi la bonne réponse est B. Donc passons maintenant aux questions numéro 16. Donc on a, quel est le rôle de la tropomyosine dans la contraction musculaire? Donc Athéna A, elle stocke l'ATP. B, elle bloque l'interaction entre l'actine et la myosine. C, régule la libération de calcium. D, elle produit de l'acétylcholine. Donc, la tropomyosine est une protéine qui recouvre normalement les sites de liaison de l'actine sur les filaments minces lorsqu'ils sont en repos. La tropomyosine, donc, elle masque les sites de fixation entre l'actine et la myosine afin de donner les ponts actomyosine. Donc, elle empêche ainsi l'interaction entre l'actine et la myosine. Lorsque le calcium se lie à la troponine,
Elle provoque le déplacement de la tropomyosine, permettant ainsi l'interaction et le glissement des filaments d'actine et de myosine. Donc, je les propositions. Donc, le rôle de la tropomyosine dans la contraction musculaire est de bloquer l'interaction entre l'actine et de la myosine. Donc, la bonne réponse c'est B. Alors passons maintenant aux questions numéro 17. Donc on a quel est le composant principal responsable de la couleur rouge des muscles squelettiques. Donc il y a de l'information que déjà لقيتها في des concours اللي قبل. Donc عندنا A l'hémoglobine, B الميوغلوبين donc myo كترجعنا المسكل, C mélanine, D collagène. Alors comme vous voyez ici, donc la myoglobine est le composant principal responsable de la couleur rouge des muscles squelettiques. La myoglobine est une protéine présente dans les cellules musculaires qui se lie à l'oxygène et le stocke pour une utilisation ultérieure lors de la contraction musculaire. La myoglobine a une forte affinité pour l'oxygène, donc elle a une affinité de l'oxygène, يعني كتبغي l'oxygène, donc كتكون يعني كدير le rôle ديالها efficacement en présence d'oxygène. Et sa présence dans les cellules musculaires permet de maintenir un approvisionnement en oxygène adéquat pour les besoins énergétiques de muscles. Lorsque le muscle est activé, la myoglobine libère l'oxygène qu'elle a stocké, ce qui permet la production d'ATP ou l'adénosine triphosphate et fournit l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Donc, les informations concernant la myoglobine. Donc, vous pouvez تحتاجوها soit le concours d'accès aux facultés de médecine ou le concours des SPIT. Donc la bonne réponse il y a B. Alors passons maintenant à la question numéro 18. Donc on a quelle est la protéine qui recouvre les sites de liaison de l'actine dans un sarcomère au repos. Donc on a A la tropomyosine, B la troponine, C la titine, D le myosine. Donc il y a là que la protéine qui recouvre les sites de liaison d'actine avec les myosines pour donner des ponts actomyosines, c'est la tropomyosine, ainsi la bonne réponse est A. Alors maintenant la question 19, donc on a quelle est la structure qui relie le muscle à l'os et permet le mouvement. Donc on a A, tendon, B, ligament, C, cartilage, D, hyaloplasme. Normalement, la structure qui relie le muscle à l'os, donc le muscle strié-squelettique, car il est lié au squelette ou là, aux os, c'est tendon. Là, il y a des informations, donc ainsi la bonne réponse est A. Et dernièrement, avec la dernière question, donc on a quel est le rôle de l'ATP dans la contraction musculaire. Donc on a A, fournir de l'énergie pour le glissement des filaments. B, stocker de calcium dans le réticulum sarcoplasmique ou endoplasmique. C, relâcher les sites de liaison d'actine. D, décomposer les résidus de créatine dans le muscle. Donc le rôle de l'ATP dans la contraction musculaire est de fournir l'énergie pour le glissement des filaments. Et comme vous voyez ici, donc l'ATP joue un rôle essentiel dans la contraction musculaire en fournissant de l'énergie nécessaire pour le glissement des filaments d'actine et de myosine. Lorsque l'ATP est hydrolysé en ADP et en phosphate inorganique, l'énergie libérée, cette énergie est utilisée par la myosine pour se fixer à l'actine et générer une force de contraction. Donc bien sûr, je vais la contraction qui est l'hydrolyse d'ATP en donnant de l'adénosine diphosphate ou de l'ADP et le phosphate inorganique. Ainsi, la bonne réponse est A. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires, surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.